On dit que chaque fil raconte une histoire. Celui que je tisse entre mes doigts usés n'est pas la mienne. C'est celle que j'ai abandonnée. Pour elle. L'aiguille danse sur la soie. Un petit point d'argent. Puis un autre d'or. Mes mains. Rêches à force de nettoyer les vies des autres. Retrouvent ici une douceur oubliée. Elles se souviennent du temps où elles ne connaissaient que le contact délicat du tissu. Le murmure des bobines et le rêve d'un nom brodé sur une étiquette. Un nom à moi. Le motif prend forme sous la faible lumière de ma lampe. Une fleur de lys. Fragile et fière. Comme je l'imaginais. Elle. Le jour de sa naissance. Chaque point est un souffle. Un souvenir. Le premier sourire. Le premier mot. Maman. Un mot qui, aujourd'hui, a un goût de cendre. La soie frissonne sous mes doigts. C'est presque fini. Le voile de la mariée. Le plus beau que j'ai jamais créé. Le seul qu'elle ne me verra jamais porter. Je plie délicatement le tissu précieux. Un nuage de promesses et de regrets. Je le dépose dans un vieux coffret en bois. Là où je garde les fragments de ma vie d'avant. En le refermant, le déclic du loquet résonne dans le silence de mon petit appartement. C'est le bruit d'une porte qui se ferme. Dans mes yeux, il n'y a pas de larmes. Juste le calme étrange d'une décision prise. Une décision qui changera tout. Le son strident du réveil me tire d'un sommeil sans rêve. 5 heures du matin. L'aube n'a pas encore teinté le ciel au-dessus des toits de la Croix-Rousse. Dehors, Lyon dort encore. Je m'assieds sur le bord de mon lit. Le corps lourd. Les articulations raides. Chaque matin est une petite bataille contre la fatigue accumulée au fil des années. 20 ans à me lever avant le soleil. 20 ans à porter le poids de 2 vies sur mes épaules. Mon appartement est petit. Une seule grande pièce qui sert de salon. 2 chambres et d'atelier secret. Les murs sont nus. À l'exception d'une photo jaunie de Chloé. Petite. Souriant avec une dent en moins. À côté de mon lit. Des paniers en osier débordent de bobines de fil. De morceaux de tissu et d'esquisses griffonnées sur du papier fin. Mon jardin secret. Invisible aux yeux du monde. Surtout aux siens. La routine est une encre. Café noir. Sans sucre. Une tranche de pain. Je m'habille en silence, un pantalon noir. Un polo sombre. Des chaussures confortables. L'uniforme invisible de la femme de ménage. Dehors. L'air est frais. Je descends les escaliers de mon immeuble. L'odeur de poussière et de vieux bois m'accompagne jusqu'à la rue. L'arrêt de bus est au bout de la rue. Le C13. Mon compagnon matinal. À 7 heures. Il est presque vide. Quelques visages fatigués. Des ouvriers. D'autres femmes comme moi. Qui partent nettoyer la ville avant qu'elle ne s'éveille vraiment. Le bus grimpe les pentes. Traverse la Saône. Je regarde la ville défiler. Les lumières de Fourvière qui veillent sur Lyon. Puis nous arrivons dans le 6e arrondissement. Les immeubles changent. Les façades haussmanniennes. Les balcons en fer forgé. Les portes cochères immenses. Un autre monde. Un monde que je connais par cœur. Mais seulement de l'intérieur. À genoux. Une éponge à la main. Ma première maison de la journée est celle des Moreaux. Un grand appartement avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Personne n'est jamais là quand j'arrive. Juste une liste de tâches posées sur la table de la cuisine. Je mets mes gants. L'odeur de l'eau de Javel et du produit à vitre devient mon parfum pour les 8 prochaines heures. Je frotte. Je polis. Je dépoussière. Je fais disparaître les traces de vie d'une famille que je ne connais pas.
Les empreintes de doigts sur une table en verre. Les miettes d'un petit déjeuner pris à la hâte. Les cheveux dans la salle de bain. Je suis un fantôme efficace. Je me déplace dans leur intimité sans jamais en faire partie. Parfois, je m'arrête devant une photo de famille. Des gens souriants. En vacances au bord de la mer. Je me demande ce qu'ils pensent. Ce qu'ils ressentent. Leur bonheur semble si simple. Si évident. Vers midi. Je m'autorise une pause. Je m'assieds sur un tabouret dans leur cuisine impeccable et je mange le sandwich que j'ai préparé. C'est à ce moment-là que je sors mon téléphone. Mon cœur bat un peu plus vite. Je fais défiler mes contacts et je m'arrête sur son nom. Chloé. J'hésite une seconde. Je ne veux pas la déranger. Elle est si occupée avec son travail à la galerie d'art. Les préparatifs du mariage. Mais le besoin d'entendre sa voix est plus fort. Je compose le numéro. Ça sonne une fois. 2 fois. Maman. Sa voix est un peu lointaine. Étouffée par les bruits de fond. Bonjour. Ma chérie. Je ne te dérange pas? Non. Non. Enfin. Je suis un peu occupée. Mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sonne toujours comme un reproche. Comme si je ne pouvais pas appeler juste pour dire bonjour. Rien. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Si tu as bien mangé. Oui. Maman. J'ai mangé. Une salade. Et toi? Un sandwich. Je ne précise pas que je le mange dans la cuisine d'un autre. Il y a un silence. Je l'entends taper sur un clavier. Alors? Les préparatifs? Je demande doucement. Ça avance? Je la sens se tendre à l'autre bout du fil. Oui. Ça avance. C'est juste. Beaucoup de choses à gérer. Tu sais comment est la mère d'Antoine. Tout doit être parfait. Madame de Valois. Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Une femme élégante. Polie. Dont le regard m'a traversée comme si j'étais transparente. J'ai compris ce jour-là. J'ai compris que j'étais une tache sur le tableau parfait de la nouvelle vie de ma fille. Bien sûr. Ma chérie. Ne te mets pas trop de pression. L'important, c'est que vous soyez heureux. Antoine et toi. Je sais. Maman. Un autre silence. Plus lourd. Cette fois. C'est le silence de tout ce qu'on ne dit pas. Je veux lui demander pour la robe que je devrais porter. Je veux lui demander si je serai assise au premier rang. Je veux lui demander si elle a honte de moi. Mais les mots restent coincés dans ma gorge. Écoute. Maman. Dit-elle soudain. Sa voix plus rapide. Il faut que je te laisse. J'ai une réunion qui commence. On s'appelle plus tard? D'accord? Je passerai te voir bientôt. On parlera de tout ça. D'accord? Ma chérie. Travaille bien. Je t'aime. Moi aussi. Maman. Bisous. Elle a raccroché avant même que j'aie pu répondre. Je reste là. Le téléphone contre mon oreille. À écouter la tonalité. On parlera de tout ça. Cette phrase. Elle me la sert depuis des semaines. C'est une promesse en l'air? Une façon polie de repousser l'inévitable. Je finis mon sandwich sans en sentir le goût. La deuxième moitié de la journée est plus difficile. Mon corps continue de bouger. De nettoyer. Mais mon esprit est ailleurs. Il est avec Chloé. Dans ses bureaux modernes. Dans sa vie si différente de la mienne.
Une vie que je lui ai offerte, en sacrifiant la mienne. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour moi dans cette vie-là. Le soir, quand je rentre enfin chez moi, la fatigue est immense. L'appartement me paraît encore plus petit, plus silencieux. Je prépare un dîner simple. Une soupe. Un morceau de fromage. Je mange devant la télévision, sans vraiment regarder. Les images défilent. Les rires éclatent. Mais rien ne m'atteint. Après avoir fait la vaisselle, je m'installe dans mon vieux fauteuil. Je n'allume que la petite lampe. Et mes mains, presque d'elles-mêmes, se dirigent vers le coffret en bois posé sur la table basse. Je l'ouvre. La soie blanche luit dans la pénombre. Je la sors, la déploie sur mes genoux. Le travail n'est pas tout à fait terminé. Il reste quelques feuilles à broder près de l'ourlet. Mes doigts reprennent leur danse. L'aiguille pique le tissu. Encore et encore. Ce n'est plus un travail. C'est une prière. Une conversation silencieuse avec ma fille. Chaque point est un mot que je n'ose pas dire. Je suis fière de toi. Tu me manques. Ne m'oublie pas. Je travaille tard dans la nuit, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le silence de la Croix-Rousse est profond. Parfois, j'entends les pas d'un voisin qui rentre tard. Mais ce soir, le silence est absolu. Il ressemble à celui qu'il y avait au bout du fil, après que Chloé a raccroché. Un silence plein de vide. Un silence qui me fait peur. Je sais qu'elle va venir. Bientôt. Et je sais que la conversation que nous aurons brisera quelque chose en moi. Pour toujours. Les jours qui suivirent mon appel furent marqués par un silence pesant. Chloé ne rappela pas. Elle envoya quelques messages brefs. Trop de travail? Désolé. Bisous. Ou, pense à toi. Je t'appelle dès que je peux. Des mots vides. Jetés à la hâte entre deux rendez-vous importants. Entre deux essayages de robes. Entre deux dégustations de vin avec sa future belle famille. Je répondais toujours par un simple « Prends soin de toi. » Ma chérie. Que pouvais-je dire d'autre? Je ne voulais pas être un fardeau. J'avais passé ma vie à m'effacer pour qu'elle puisse briller. Ce n'était pas maintenant que j'allais commencer à faire de l'ombre. Puis, un jeudi après-midi, alors que je rentrais, épuisé après avoir nettoyé un duplex près de Bellecour, mon téléphone vibra. Un message de Chloé. Je suis en bas. Je peux monter 5 minutes? Mon cœur manqua un battement. 5 minutes. Elle chronométrait même le temps qu'elle pouvait m'accorder. Je lui répondis, bien sûr. Et je me dépêchai de ranger les quelques tasses qui traînaient sur l'évier. Je passai une main dans mes cheveux, tentant de lisser ce que la fatigue avait froissé. Je fermai vite le coffret en bois qui était resté ouvert sur la table basse. Son secret devait rester le mien. Quand on frappa à la porte, je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. Elle était là. Belle. Comme toujours. Elle portait un trench coat beige qui devait coûter plus cher que mon loyer et des bottines élégantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle semblait appartenir à un de ces magazines que je feuilletais parfois en attendant le bus. Maman. Chloé. Ma chérie. Entre. Elle entra. Mais resta près de la porte. Comme si elle avait peur de se salir. Ses yeux balayèrent rapidement la pièce. Je vis son regard s'attarder sur mon lit défait dans un coin. Sur la pile de linge qui attendait d'être repassée. Je sentis la honte me monter aux joues. Ma vie. Mon humble réalité. Exposée à son regard critique. Tiens. Dit-elle en me tendant un petit sac en papier cartonné d'une pâtisserie célèbre.
C'est pour toi. Des macarons. Oh. Tu n'aurais pas dû. C'est trop gentil. Je pris le sac. Il me parut froid et impersonnel. Un cadeau pour acheter la paix? Peut-être. Ou pour apaiser sa propre conscience. Assieds-toi. Lui dis-je en désignant mon unique fauteuil. Je te fais un café? Non. Merci. Je n'ai vraiment pas le temps. Antoine m'attend. Bien sûr. Antoine. Le fiancé parfait. Issu de la parfaite famille. Elle s'assit sur le bord du fauteuil. Le dos droit. Son sac à main posé sur ses genoux comme un bouclier. Le silence s'installa entre nous. Ce n'était pas un silence confortable. Comme ceux que nous partagions autrefois. C'était un silence rempli de mots non dits. Un abîme qui se creusait un peu plus à chaque seconde. Elle se tordait les doigts. Un tic nerveux qu'elle avait depuis l'enfance. C'était le seul signe qui trahissait sa nervosité. Tout va bien? Chloé? Demandai-je doucement. Même si je connaissais déjà la réponse. Elle releva la tête. Son regard était fuyant. Oui. Oui. C'est juste. C'est à propos du mariage. J'attendis. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine. Je le sentais jusque dans mes tempes. On a presque tout finalisé. Le lieu. Le traiteur. Les fleurs. Elle parlait vite. Récitant une liste comme pour se donner du courage. C'est merveilleux. Ma chérie. Murmurai-je. Elle s'arrêta. Elle prit une inspiration. Comme si elle allait plonger en apnée. Et puis. Les mots sortirent. Froid. Précis. Dévastateur. Maman. Concernant la cérémonie. J'ai beaucoup réfléchi. Et. Je pense que ce serait mieux. Si tu ne venais pas. Le monde s'arrêta de tourner. Le bruit de la rue. Le tic-tac de la vieille horloge. Tout disparut. Il n'y avait plus que sa voix. Résonnant dans le vide qu'elle venait de créer en moi. Je la regardais. Cherchant un signe. Une hésitation. Un regret. Mais son visage était fermé. Quoi? Fut le seul mot que je parvins à articuler. Il sortit comme un souffle rauque. Elle baissa les yeux. S'il te plaît. Essaie de comprendre. La famille d'Antoine. Ils sont très traditionnels. Tu sais. Un peu vieille France. Ils ont une certaine image à maintenir. Et. Elle n'osa pas finir sa phrase. Mais je l'entendis quand même. Et tu ne correspondais pas à cette image. Une femme de ménage. La mère qui sent l'eau de Javel. La mère aux mains abîmées. Je ne veux pas qu'il y ait de malaise. Continua-t-elle. Sa voix se faisant presque suppliante. Les gens poseront des questions. Sur toi. Sur ce que tu fais dans la vie. Ce serait compliqué. Pour moi. Pour Antoine. Compliqué. Ma vie. Mon existence. Mon amour pour elle. Tout était résumé par ce seul mot, compliqué. Une complication à éliminer pour que le tableau soit parfait. Je ne disais rien. Je ne pouvais rien dire. Une douleur sourde et profonde s'installait dans ma poitrine. C'était une douleur physique. Comme si on m'enfonçait une lame de verre brisée dans le cœur. Je suis désolée. Maman. Dit-elle en se levant. Elle ne me regardait toujours pas. Je suis vraiment désolée. C'est mieux comme ça. Tu verras. On fêtera ça toutes les deux. Plus tard. Juste toi et moi.
Une autre promesse vide. Elle se dirigea vers la porte. Sa main était déjà sur la poignée. Je dois y aller. Antoine m'attend. Elle ouvrit la porte. L'air frais du couloir s'engouffra dans la pièce, me faisant frissonner. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. J'espère que tu comprends. Et elle partit. Je l'entendis descendre les escaliers en courant, ses talons claquant sur les marches en bois. Le son s'éloigna. Puis la porte de l'immeuble se referma. Je restai debout au milieu de la pièce pendant un temps qui me parut une éternité. Je tenais toujours le petit sac de macarons. Mes doigts se crispèrent dessus, écrasant les pâtisseries délicates. Je traversai la pièce comme une automate. J'ouvris la poubelle et je laissai tomber le sac à l'intérieur. Puis je me suis assise dans le fauteuil encore chaud de sa présence. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la ville commencèrent à s'allumer. Une à une. Mais dans mon petit appartement, il faisait noir. Je ne pris pas la peine d'allumer une lampe. Je restai là. Dans l'obscurité. Le silence pour seule compagnie. Elle avait honte de moi. La vérité, que j'avais refusé de voir pendant si longtemps, me frappait en plein visage avec la violence d'un coup de poing. Toute ma vie. Tous mes sacrifices. Pour en arriver là. Pour être caché. Effacé. Rejeté. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de colère, mais des larmes d'un chagrin infini. Le chagrin d'une mère qui comprend qu'elle a perdu son enfant, non pas à cause de la mort, mais à cause de la vie elle-même. Plus tard dans la nuit, bien plus tard, je me levai. Mes membres étaient engourdis. Je me dirigeai vers la table basse. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant le coffret en bois. Je sortis le voile de soie. Dans la pénombre, il ressemblait à un fantôme. Le fantôme de tous les rêves que j'avais eus pour elle. Je le dépliai et l'étalai sur la table. Mon regard se posa sur les motifs que j'avais mis tant de soin à créer. La petite fleur. Le livre ouvert. Le premier vélo. Toute une vie de souvenirs brodés fil après fil. Une nouvelle détermination commença à remplacer ma douleur. C'était une sensation froide et calme. Elle ne voulait pas de moi à son mariage? Très bien. Mais elle aurait une partie de moi. Elle aurait la vérité. L'histoire qu'elle essayait si désespérément d'effacer. Je retournai à mon panier à ouvrage. Je choisis une bobine de fil de soie. D'un rouge profond. La couleur du sang. La couleur du cœur. Et je me remis au travail. L'aiguille perça la soie blanche. Cette fois, ce n'était plus une prière. C'était une déclaration. J'allais lui offrir un cadeau qu'elle ne pourrait jamais oublier. Un cadeau qui lui rappellerait, pour le reste de sa vie, qui elle était et d'où elle venait. La douleur ne s'est pas estompée avec le lever du soleil. Elle s'est installée, devenant une compagne silencieuse et constante. Elle était là quand je me suis levée, quand j'ai bu mon café noir, quand j'ai pris le bus C13 qui traversait une ville indifférente à mon chagrin. Le monde extérieur continuait de tourner, mais le mien s'était fracturé. Je suis retournée au travail. C'était la seule chose à faire. Le mouvement, l'effort physique, la concentration nécessaire pour effacer les traces des autres m'empêchait de sombrer complètement. Nettoyer est un acte étrangement honnête. La saleté est là. Visible. On la frotte. Elle disparaît. C'est simple. Direct. Rien à voir avec les taches invisibles qui souillaient mon cœur et que aucun produit ne pourrait jamais faire partir. Dans les grandes maisons silencieuses, mon esprit vagabondait.
Chaque objet semblait me renvoyer à ma propre histoire. En polissant l'argenterie de la famille Moreau, je me suis souvenu des couverts en métal dépareillé que nous utilisions, Chloé et moi, et de la façon dont elle les disposait soigneusement pour jouer à la dinette. En passant l'aspirateur sur un épais tapis persan, je me suis revu à genoux sur notre vieux linoléum usé, jouant aux petites voitures avec elle pendant des heures. Les souvenirs affluaient, doux et cruels à la fois. Des vagues de tendresse suivies de tsunamis de chagrin. Je la revoyais, petite fille, s'endormant sur mes genoux, sa petite main potelée agrippant mon doigt. Je me souvenais de son odeur, un mélange de lait et de savon. Je me souvenais de ses éclats de rire, si purs, si cristallins. Où était passée cette petite fille? Comment était-elle devenue cette étrangère au regard froid qui me demandait de disparaître? J'ai essayé de trouver des excuses pour elle. La pression sociale. La peur de ne pas être à la hauteur. L'influence de cette famille de Valois. Si puissante. Si intimidante. Elle est jeune. Elle est amoureuse. Elle veut juste être acceptée. Mais aucune excuse ne parvenait à apaiser la blessure. L'amour d'une mère ne devrait pas être une chose à cacher. Ce devrait être une fierté? Un refuge. Pas une source de honte. Les jours se sont transformés en semaines. Chloé n'a plus appelé. Les messages se sont faits encore plus rares, plus impersonnels. J'espère que tu vas bien. Pas de point d'interrogation. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation pour se rassurer elle-même. J'ai cessé de lui répondre. Le silence était ma seule armure. Ma vie s'est alors organisée autour de deux pôles. Le jour, j'étais Hélène Dubois, la femme de ménage efficace et invisible. La nuit, je redevenais la brodeuse, l'artiste que j'avais enfermée en moi depuis si longtemps. Le voile de mariée était devenu mon obsession, mon exutoire. Le fil rouge que j'avais choisi se faufilait désormais parmi les motifs d'or et d'argent. Ce n'était pas un ajout agressif. C'était une touche subtile, presque secrète. J'ai brodé une petite coccinelle rouge sur la feuille d'un lys. La coccinelle qu'elle avait trouvée dans le jardin public et gardée dans une boîte d'allumettes pendant une semaine. Persuadée que c'était son porte-bonheur. J'ai ajouté une minuscule ligne rouge au dos d'un livre brodé. Pour rappeler la couverture de son conte de fées préféré. Celui que je lui lisais tous les soirs jusqu'à ce que les pages se déchirent. Chaque nouvelle touche de rouge était un souvenir que je refusais de la laisser oublier. Un détail de notre vie partagée. De cette vie modeste qu'elle voulait en renier. C'était un acte de résistance silencieux. Ma seule façon de lui dire « Je suis là ». J'ai existé. Nous avons existé. Une nuit. Alors que je travaillais, la fatigue et le chagrin m'ont submergé. Mes yeux se sont brouillés de larmes et j'ai piqué mon doigt avec l'aiguille. Une perle de sang. Rouge et brillante. Attachée la soie immaculée. J'ai poussé un petit cri de désarroi. Le voile était ruiné. J'ai essayé d'éponger la tache avec un chiffon humide. Mais elle s'est simplement étalée un peu, créant une auréole rose pâle. Je suis restée là, à fixer la tache, le cœur battant. Et puis, une idée étrange a germé dans mon esprit. Cette tache n'était pas une erreur. C'était une signature. Mon sang. Littéralement. Mêlé à son histoire. C'était le symbole ultime de mon sacrifice. J'ai pris mon aiguille et mon fil rouge. Et avec une précision infinie, j'ai brodé le contour de la tache, la transformant en un pétale de coquelicot sauvage. Un coquelicot solitaire au milieu d'un champ de pureté. C'était parfait. C'était vrai. À partir de ce moment, mon travail a changé.
Il n'était plus seulement un moyen de faire face à la douleur. Il est devenu une œuvre de vérité. Je ne cherchais plus à créer un objet parfait et magnifique. Je cherchais à créer un objet qui disait tout. La beauté et la douleur. L'amour et la perte. Le sacrifice et l'ingratitude. Je me suis souvenu du jour où elle avait eu son diplôme. J'étais assise tout au fond de l'amphithéâtre. Dans ma simple robe de tous les jours. Tandis que les autres parents portaient leurs plus beaux atours. Quand son nom a été appelé, j'ai pleuré de fierté. Elle est venue me voir après, m'a serré dans ses bras rapidement, avant de rejoindre ses amis pour fêter ça. Je suis rentrée seule en bus ce soir-là, le cœur à la fois plein et vide. Pour commémorer ce souvenir, j'ai brodé une minuscule larme d'argent, cachée sous la feuille d'une rose. Seul un œil attentif pourrait la voir. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais dit non à mes propres besoins pour lui dire oui. Le manteau que je n'avais pas acheté pour pouvoir lui offrir son voyage scolaire. Les soirées que j'avais passées seule pour qu'elle puisse sortir avec ses amis. Ces sacrifices. Je les ai symbolisés par des fils presque invisibles. Des fils de soie de la même couleur que le voile. Créant des motifs en relief qu'on ne pouvait sentir qu'au toucher. L'histoire cachée. Celle que personne ne voit mais qui soutient tout le reste. Le voile devenait une carte de notre vie. Une tapisserie de nos deux âmes entrelacées. C'était mon testament. Le dernier cadeau d'une mère à sa fille. Un cadeau empoisonné. Peut-être. Un miroir qu'elle ne pourrait pas briser. Une semaine avant le mariage. Je l'ai terminé. Je l'ai déplié entièrement dans la petite pièce. Il capturait la lumière du matin et semblait flotter au-dessus de mon lit. Il était d'une beauté à couper le souffle. Une beauté complexe. Imparfaite. Humaine. J'ai passé la journée à le regarder. À retracer chaque point du bout des doigts. À revivre chaque souvenir qu'il contenait. Je n'éprouvais plus de colère. Juste une immense tristesse et une sorte de paix étrange. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais dit ce que j'avais à dire. Non pas avec des mots. Mais avec de la soie et du fil. Le soir venu. Je l'ai soigneusement replié et remis dans son coffret en bois. J'ai fermé le loquet. Le son m'a paru définitif. Le lendemain. Je suis allée chez un coiffeur pour la première fois depuis des années. J'ai demandé une coupe simple. Digne. Puis je suis allée dans une boutique et j'ai utilisé une partie de mes maigres économies pour m'acheter une robe. Une robe bleu marine. Sobre. Élégante. La robe que j'aurais dû porter à son mariage. La robe que je porterai pour notre dernière rencontre. Pendant que je tissais ma peine dans la soie. La vie de Chloé était un tourbillon de champagne. De listes d'invités et de sourires forcés. Elle vivait le conte de fées qu'elle s'était écrit. Mais elle commençait à en découvrir les pages raturées. Le poids de son mensonge. Au début léger comme une plume. Devenait une chape de plomb sur ses épaules. Le sentiment de culpabilité la rongeait aux moments les plus inattendus. Un soir. Lors d'un dîner avec ses beaux-parents dans leur château en Beaujolais. Madame de Valois parla avec une affection condescendante de la façon dont son propre tailleur avait confectionné sa robe de mariée. Une tradition familiale. Le savoir-faire. Ma chère Chloé. C'est ce qui distingue les choses qui durent de celles qui ne font que passer. C'est dans le sang. Chloé sentit son estomac se nouer. Elle pensa à mes mains. À mes doigts agiles. À ce talent que je lui avais si souvent montré quand elle était enfant et qu'elle avait fini par considérer comme un passe-temps de femme pauvre. Elle répondit par un sourire crispé et but une gorgée de vin un peu trop vite. Antoine, son fiancé, était amoureux et attentionné. Mais il évoluait dans un monde où certains problèmes n'existaient tout simplement pas. Pour lui, la famille était une évidence.
Un pilier solide et respectable. Il ne comprenait pas les silences de Chloé. Ses sautes d'humeur soudaines. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon amour? Lui demanda-t-il un soir, alors qu'elle fixait le vide depuis leur balcon qui donnait sur la place des Jacobins. Tu sembles si distante ces derniers temps. Ce sont les préparatifs? C'est ma mère? Non. Non. Ce n'est rien. Mentit-elle. Juste un peu de fatigue. Tu n'as pas vu ta mère depuis longtemps? N'est-ce pas? Tu devrais peut-être passer la voir. Ça te ferait du bien. Chaque mot était une lame. Il disait cela avec une telle innocence, une telle bienveillance, qu'elle se sentit encore plus monstrueuse. Lui n'avait aucune idée. Elle lui avait raconté une version édulcorée de sa vie. Une mère veuve, discrète, vivant une retraite paisible à la campagne. Un mensonge qui avait semblé nécessaire au début, mais qui était devenu une prison. Oui. Peut-être, répondit-elle d'une voix faible. La seule personne à qui elle pouvait se confier. Ou plutôt, la seule qui refusait de la laisser tranquille avec son mensonge, était Élise. Son amie de longue date. Son témoin. Élise venait du même milieu modeste que Chloé. Elle avait réussi. Elle aussi. Mais elle n'avait jamais renié ses origines. Elles se retrouvèrent pour un café dans le Vieux Lyon. Élise. Directe comme toujours. Alla droit au but. Alors? Tu as parlé à ta mère? Elle a choisi sa tenue? Chloé remua son café, évitant le regard de son amie. C'est compliqué. Élise. Compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Tu l'appelles? Tu lui dis de se faire belle? Et elle vient voir sa fille unique se marier. Fin de l'histoire. La famille d'Antoine est différente. Élise laissa échapper un petit rire sans joie. Différente? Tu veux dire snob et coincée? Chloé. Arrête. C'est ta mère. La femme qui a nettoyé des toilettes pour que tu puisses aller à l'université. Tu ne vas pas lui faire ça. Les mots d'Élise étaient durs, mais ils touchaient juste. Chloé se sentit rougir de honte. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Ce n'est pas si simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de se regarder dans le miroir tous les matins en sachant que tu as brisé le cœur de la seule personne qui t'aimera toujours sans condition. Tu crois vraiment que ton Antoine, avec son nom à rallonge et son château, t'aimerait s'il savait ce que tu es en train de faire? Chloé se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en pierre. Tu n'as pas le droit de me juger. Je ne te juge pas, répondit Élise, plus doucement. J'ai peur pour toi. Le bonheur que tu construis sur un tel mensonge, ce sera un château de cartes. Au premier coup de vent, tout s'écroulera. Chloé partit sans un mot de plus, laissant son amie seule avec son café à moitié bu. Mais les paroles d'Élise restèrent en elle, comme un poison lent. Elle essaya de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision. Une décision pragmatique. Un sacrifice nécessaire pour son avenir, pour l'avenir de ses enfants. Mais au fond d'elle, une petite voix lui hurlait qu'elle était en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. Les jours suivants, elle fut prise d'une angoisse sourde. Elle faisait des cauchemars. Dans l'un d'eux, elle était à l'hôtel, vêtue d'une magnifique robe de mariée. Mais quand elle soulevait son voile, son visage était celui de sa mère. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle essaya de m'appeler une ou deux fois. Mon numéro s'affichait sur son écran, mais elle n'osait pas appuyer sur la touche. Que lui dirait-elle?
Comment pourrait-elle justifier l'injustifiable? Elle imaginait ma voix, triste et résignée. Et elle ne pouvait pas le supporter. Alors, elle envoyait un message. J'espère que tu vas bien. C'était plus facile. C'était lâche. Sa détresse atteignit son paroxysme lors de son dernier essayage de robe. C'était une création d'un designer parisien. Une merveille de soie et de dentelle qui avait coûté une petite fortune. Sa future belle-mère était là. Ainsi qu'Élise, qui avait accepté de venir malgré leur dispute. Quand Chloé sortit de la cabine, il y eut un silence admiratif. La robe était sublime. Oh, ma chérie, vous êtes absolument ravissante. Roucoula Madame de Valois. Une vraie princesse. Chloé se regarda dans le grand miroir. Elle aurait dû être heureuse, excitée. Mais elle se sentit vide. Elle ressemblait à une poupée, déguisée pour un rôle qui n'était pas le sien. Elle vit son propre reflet. Mais derrière, elle crut apercevoir mon visage, fatigué, me regardant avec une infinie tristesse. Il manque quelque chose, dit soudain Madame de Valois. Le voile. Où est le voile? La vendeuse apporta un voile assorti, long et bordé de la même dentelle que la robe. Elle le posa délicatement sur la tête de Chloé. Voilà, dit la belle-mère avec satisfaction. La perfection. Chloé fixa son image voilée dans le miroir. Ce tissu léger qui cachait son visage lui parut soudain insupportablement lourd. C'était le voile de ses mensonges, de ses compromis. Il l'étouffait. Je n'arrive pas à respirer? Halta-t-elle. Enlevez-le. S'il vous plaît. Enlevez-le. Prise de panique, elle arracha le voile de sa tête et le jeta par terre. Madame de Valois la regarda. Choquée. Élise se précipita vers elle. Chloé. Calme-toi. Respire. Je ne peux pas. Sanglota-t-elle, s'effondrant sur une petite chaise. Je ne peux pas faire ça. Dans la boutique de luxe, au milieu des robes de soie et des miroirs dorés, Chloé comprit enfin. Le prix de son conte de fées était son âme. Et elle était en train de la perdre. Elle pleurait. Non pas pour la robe ou le mariage, mais pour la petite fille qui tenait la main de sa mère dans le bus. Persuadée que cet amour-là était la seule richesse qui comptait au monde. La veille du mariage, l'air de Lyon semblait chargé d'une électricité fébrile. Pour la plupart des gens, c'était un vendredi ordinaire. Le début du week-end. Pour moi, c'était le jour du jugement dernier. J'ai passé la matinée à faire ce que je faisais toujours, nettoyer la vie d'un autre. Mais mes gestes étaient différents. Plus lents, plus délibérés. Chaque mouvement était empreint d'une gravité nouvelle. C'était la dernière fois que je serais cette femme. La femme invisible. La femme silencieuse. Demain, tout allait changer. Pas pour le monde, mais pour moi. Et pour Chloé. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas mangé. L'appétit m'avait quitté. J'ai pris une longue douche. J'ai lavé la fatigue et l'odeur d'eau de Javel, essayant de faire peau neuve. Puis, je me suis préparée avec le soin d'une actrice avant d'entrer en scène. J'ai enfilé la robe bleu marine. Elle était simple, mais bien coupée. Elle tombait parfaitement sur mes épaules fatiguées. Je me suis regardée dans le petit miroir de la salle de bain. Le visage qui me fixait était celui d'une femme de 50 ans, marquée par le travail et les soucis. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait une lueur dans mes yeux. Pas de la joie. Pas de la colère. De la détermination.
J'ai coiffé mes cheveux, qui étaient maintenant plus courts et plus nets. J'ai mis une touche de rouge à lèvres. Un geste que je n'avais pas fait depuis des années. C'était ma petite armure personnelle. Enfin, j'ai pris le coffret en bois. Il était lourd. Lourd du poids des souvenirs, des sacrifices, de l'amour inexprimé. Je l'ai tenu contre ma poitrine, comme un enfant. J'ai fermé la porte de mon appartement derrière moi, sans un regard en arrière. J'ai pris le métro, puis un bus. Je ne voulais pas arriver en taxi. Je voulais arriver comme j'avais toujours vécu, humblement. L'hôtel où séjournait Chloé était un palace du centre-ville, sur la presqu'île. Un de ces endroits dont j'avais souvent nettoyé les abords, sans jamais oser en franchir le seuil. Le portier m'a regardé avec une légère condescendance quand je suis entré dans le hall majestueux, tout en marbre et en dorure. Il a probablement cru que je m'étais trompé d'adresse. Je peux vous aider, madame? Sa voix était polie mais froide. Je viens voir mademoiselle Chloé Dubois. Elle attend ma visite. J'ai menti avec un calme qui m'a surprise moi-même. Il a hésité, puis a décroché le téléphone. Après une brève conversation, il a semblé surpris. La suite 312. Au 3e étage. Je l'ai remercié d'un hochement de tête et je me suis dirigé vers les ascenseurs. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque pas sur le tapis épais étouffait le bruit de ma propre angoisse. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans les parois en miroir. J'ai vu une femme simple dans un décor opulent. Une anomalie. C'est exactement ce que Chloé devait penser de moi. Le couloir du 3e étage était silencieux. J'ai marché jusqu'à la porte de la suite 312. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. Pas fort. Juste 2 coups secs. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas Chloé. C'était une jeune femme que je ne connaissais pas. Probablement une de ses amies. Une demoiselle d'honneur. Elle m'a souri. Bonjour. Vous êtes. Avant que je puisse répondre, la voix de Chloé a retenti depuis l'intérieur de la suite. Élise. C'est qui? Si c'est encore les fleurs, dis-leur de les laisser à la réception. Élise s'est retournée. Puis s'est de nouveau tournée vers moi. L'air interrogateur. Je me suis avancée légèrement pour que Chloé puisse m'apercevoir. Elle était assise devant une coiffeuse, en peignoir de soie blanc. Elle était au téléphone. Quand ses yeux ont croisé les miens, son visage s'est figé. La couleur a quitté ses joues. Le téléphone lui a glissé des mains et est tombé sans bruit sur le tapis. Maman? Le mot était un murmure, rempli d'incrédulité et de panique. Élise, son amie, a compris immédiatement. Elle nous a regardés. Moi. Puis Chloé. Et a dit doucement, Je vais vous laisser. Elle est sortie de la suite, refermant la porte derrière elle, nous laissant seuls dans un silence assourdissant. Chloé s'est levée lentement. Son regard était fixé sur moi. Comme si elle voyait un fantôme. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était un sifflement étranglé. Je t'avais dit. Je t'avais demandé de ne pas venir. Je n'ai rien répondu. J'ai traversé la pièce, mes chaussures s'enfonçant dans la moquette épaisse. La suite était immense. Un bouquet de lys blanc trônait sur une table basse. Des sacs de créateurs étaient posés sur un canapé. C'était son nouveau monde. Un monde où je n'avais pas ma place. Je me suis arrêtée devant elle et j'ai posé le coffret en bois sur la coiffeuse, à côté de ses flacons de parfum et de ses bijoux. Le contraste était saisissant. Le bois simple et usé au milieu de tout ce luxe criard. Comment as-tu osé?
A-t-elle sifflé? Sa voix montant d'un cran. Venir ici? Comme ça? La veille de mon mariage? Pour tout gâcher? C'est ça que tu veux? Me faire honte devant tout le monde? La douleur dans sa voix était réelle. Mais elle était éclipsée par la peur. La peur panique d'être démasquée. Non. Chloé. Ai-je dit. Et ma propre voix était calme. Étonnamment stable. Je ne suis pas venue pour te faire honte. Je ne suis pas venue pour gâcher quoi que ce soit. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je voulais qu'elle voie tout. Pas la colère. Juste la vérité de mon chagrin. Je suis venue te parler. Une dernière fois. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Un geste de défense. Il n'y a rien à dire. J'ai été claire. Tu as été claire? Ai-je acquiescé? Tu m'as demandé de m'effacer. Et j'ai accepté. Je ne serai pas à ton mariage demain. Tu n'auras pas à avoir honte de ta mère? La femme de ménage. Chaque mot était comme une pierre que je posais entre nous. Elle a tressailli en entendant « femme de ménage », comme si je venais de prononcer une insulte. Mais avant de disparaître de ta vie parfaite, ai-je continué? Il y a quelque chose que tu dois savoir. Une histoire que je ne t'ai jamais racontée. Son expression a changé. La colère a laissé place à une sorte de curiosité méfiante. Je savais que j'avais son attention. Le passé est une arme puissante. C'est le seul héritage que je pouvais lui laisser. Et ce jour-là, j'étais décidée à le faire. Je n'ai pas attendu sa permission pour parler. Les mots étaient prêts. Retenus depuis si longtemps qu'ils se bousculaient pour sortir. Avant ta naissance, Chloé. Ma vie était très différente. Je n'ai pas toujours nettoyé les maisons des autres. Mes mains. Je les ai regardées. Rêches et abîmées. Mes mains n'ont pas toujours senti l'eau de Javel. Elles sentaient la soie. Je l'ai vue froncer les sourcils. Intriguée malgré elle. Ma mère. Ta grand-mère. Était brodeuse. Et sa mère avant elle. Elle travaillait dans les grands ateliers de la Croix-Rousse. À l'époque où Lyon était encore la capitale mondiale de la soie. J'ai grandi au milieu des fils. Des tissus. Du bruit des métiers à tisser. C'était tout mon univers. Et j'étais douée. Très douée. Je me suis approchée du coffret en bois. Mes doigts ont caressé le couvercle usé. J'avais un rêve. Pas un grand rêve de richesse ou de gloire. Juste celui de créer de la beauté avec mes mains. De voir mon nom. Du bois. Associé à des créations uniques. J'ai travaillé dur. J'ai passé des nuits entières sur mes ouvrages. Jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Et un jour, c'est arrivé. J'ai fait une pause. Le souvenir était encore si vif. Si doux et si amer à la fois. J'avais 24 ans. J'ai reçu une lettre. Une lettre d'un grand couturier parisien. Il avait vu une de mes pièces dans une petite exposition. Il me proposait un poste dans son atelier. Un poste de petite main. Bien sûr. Mais à Paris. C'était la chance de ma vie. Tout ce dont j'avais toujours rêvé. Chloé me regardait. Silencieuse. Son hostilité avait laissé place à une stupeur totale. Elle n'avait jamais entendu cette histoire. Je lui avais caché mon passé. Pensant la protéger d'un monde de rêves déçus. J'ai accepté. Bien sûr. J'ai pleuré de joie pendant une journée entière. Je devais partir 2 semaines plus tard. Et puis, une semaine avant mon départ, j'ai appris que j'étais enceinte. De toi. Son visage a tressailli. J'ai vu la compréhension naître dans ses yeux.
Ton père n'a pas voulu de nous. Il a disparu. J'étais seule. J'avais un choix à faire. Chloé. Un choix terrible. Paris. Mon rêve. Ma seule chance de m'échapper de cette vie modeste. Ou toi. Un bébé. Seul. Sans argent. Sans avenir. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne les ai pas laissés couler. J'ai choisi. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Jamais une seule seconde. Le jour où je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois. J'ai su que tu étais la plus belle chose que je créerais jamais. Bien plus belle que n'importe quelle broderie. J'ai posé ma main sur le coffret. Alors j'ai rangé mes rêves dans cette boîte. Et je suis devenue femme de ménage. C'était un travail honnête, qui me permettait de m'occuper de toi le reste du temps. Chaque sol que j'ai frotté. Chaque fenêtre que j'ai lavée. C'était pour te payer des leçons de piano. Pour t'acheter des livres. Pour t'offrir l'avenir que je n'avais pas eu. Ma fierté. Ce n'était plus mon travail. Ma fierté. C'était toi. Le silence dans la suite était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Chloé était pâle comme un linge. Elle semblait enfin comprendre. Pas seulement mon histoire, mais le poids de sa propre demande. Elle ne m'avait pas juste demandé de ne pas venir à son mariage. Elle m'avait demandé d'effacer la raison même de mon existence depuis 25 ans. Maman. Commença-t-elle. La voix brisée. Je ne savais pas. Non. Tu ne savais pas. Ai-je dit doucement. C'est ma faute. J'aurais dû te le dire. Mais je ne voulais pas que tu portes le poids de mon sacrifice. Je voulais que tu sois libre. J'ai ouvert le coffret. Ce n'est pas un cadeau de mariage? Ai-je dit en soulevant délicatement le voile de soie. C'est l'histoire que je viens de te raconter. Je l'ai dépliée devant elle. La lumière de la chambre d'hôtel a fait scintiller les fils d'or et d'argent. Chloé a eu un hoquet de surprise. Ses yeux se sont écarquillés devant la beauté de l'ouvrage. Je l'ai fait pour toi. Chaque nuit. Après mon travail. Chaque point est un souvenir. Ses yeux ont parcouru les motifs, reconnaissant sans doute certains détails de son enfance. Puis son regard s'est figé sur le petit coquelicot rouge, brodé à l'endroit où mon sang avait taché la soie. Regarde bien. Chloé. Ce voile. C'est ma vie. C'est l'amour que je te porte. C'est tout ce que je suis. Et c'est de ça que tu as honte. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Silencieuses d'abord, puis de plus en plus fortes. Elle a tendu une main tremblante et a touché le tissu, comme si elle avait peur de le briser. Maman. Pardon? A-t-elle sangloté. Pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner? Ai-je murmuré? Même si c'était un mensonge. Mon cœur était une plaie béante. Je voulais juste que tu saches. Que tu n'oublies pas. Je l'ai laissé là. Avec le voile. Je me suis retournée pour partir. Attends. A-t-elle crié. Ne pars pas. Reste. S'il te plaît. Je me suis arrêtée. Le dos tourné. Je ne pouvais pas la regarder. Si je la regardais, je risquais de m'effondrer. Je ne peux pas. Chloé. C'est ton mariage. C'est ta nouvelle vie. Tu as fait ton choix. Non. A-t-elle pleuré? C'était une erreur. Une terrible erreur. Je t'en supplie. Maman. Reste. Viens à mon mariage demain. Assieds-toi au premier rang. Je veux que tout le monde voie qui est ma mère. Je veux être fière de toi.
Je me suis retournée lentement. Elle était à genoux sur le sol, serrant le voile contre sa poitrine, le visage inondé de larmes. Elle ressemblait de nouveau à une petite fille, perdue et désespérée. Mon cœur s'est serré. L'envie de la prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, était presque irrésistible. Mais je savais que ce ne serait pas si simple. Un pardon facile ne guérirait rien. La blessure était trop profonde. Lève-toi, Chloé, ai-je dit. Ma voix plus ferme que je ne le pensais. Le mal est fait. Les mots ont été dits. Ce n'est pas en un jour que l'on répare un cœur brisé. Je suis sortie de la suite, refermant doucement la porte sur ses sanglots. J'ai traversé le long couloir, suis entrée dans l'ascenseur, et traversé le hall majestueux sous le regard surpris du portier. Dehors, la ville bruissait de vie. Les gens riaient, se pressaient. Pour eux, rien n'avait changé. Mais pour moi, et pour Chloé, rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité avait été dite. La bombe avait explosé. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre et à voir ce qui pourrait être reconstruit sur les ruines. Le jour du mariage s'est levé sous un ciel d'un bleu parfait, presque insolent. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir les toits de la Croix-Rousse baignés d'une lumière dorée. C'était le genre de journée dont rêvent toutes les mariées. J'aurais dû être en train de m'agiter, de boutonner une robe, de retenir mes larmes de joie. Au lieu de cela, j'étais assise dans ma petite cuisine, une tasse de café froid à la main. Le silence pour seule compagnie. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les scènes de la veille à l'hôtel se rejouaient en boucle dans ma tête. Le visage décomposé de Chloé. Ses larmes. Ses supplications. Une partie de moi, la mère, voulait tout pardonner, courir la retrouver et la serrer dans mes bras. Mais une autre partie, la femme blessée, savait que c'était impossible. La confiance, une fois brisée, est comme une porcelaine fine. On peut recoller les morceaux, mais les fissures restent visibles à jamais. Je n'irai pas à l'église. Ma décision était prise. Ce n'était pas par vengeance. C'était par respect pour moi-même. Assister à ce mariage maintenant aurait été un mensonge, une mascarade. Je ne pouvais pas sourire à des invités qui, la veille encore, étaient la raison de mon exclusion. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. Parce que rien n'allait bien. Vers 10 heures, les cloches de l'église Saint-Nizier, en bas sur la presqu'île, ont commencé à sonner. Le son montait jusqu'à ma colline, faible mais clair. La cérémonie devait commencer. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Chloé, dans sa magnifique robe, marchant dans l'allée. Était-elle heureuse? Ou son cœur était-il aussi lourd que le mien? Je me suis demandé si elle regarderait le banc vide au premier rang. La place qui aurait dû être la mienne. J'ai passé la journée comme un automate. J'ai fait un peu de ménage. J'ai arrosé mes quelques plantes. J'ai essayé de lire. Mais les mots dansaient sur la page sans que je puisse en comprendre le sens. Chaque heure qui passait était une étape de cette journée que je vivais par procuration. L'échange des vœux. Le baiser. La sortie de l'église sous une pluie de pétales de roses. Le vin d'honneur au château. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un appel. Pas un message. Je ne savais pas si je devais en être soulagée ou encore plus triste. Le silence de Chloé pouvait signifier tant de choses. Qu'elle avait accepté ma décision et profitait de sa journée. Ou qu'elle était trop malheureuse pour même oser me contacter. En fin d'après-midi,
Alors que le soleil commençait à descendre, je n'en pouvais plus de rester enfermée. J'ai mis un gilet et je suis sortie. J'ai marché sans but dans les rues de mon quartier. J'ai longé les immeubles aux façades colorées. J'ai salué des voisins que je connaissais à peine. La Croix-Rousse a une âme de village. Tout le monde se connaît. Au moins de vue. C'est peut-être pour ça que je m'y suis toujours sentie bien. C'est un quartier honnête, qui ne cache pas ses origines modestes, ses racines ouvrières. Mon errance m'a conduite jusqu'au jardin des Chartreux. De là, on a une vue imprenable sur la Saône et Fourvière. Je me suis assise sur un banc. Des enfants jouaient près de moi. Leur rire fusait dans l'air tiède. Un couple de jeunes amoureux s'embrassait un peu plus loin. La vie continuait. Belle et simple. Je me suis souvenu d'être venue ici avec Chloé quand elle était petite. Elle adorait courir dans l'herbe. Je la regardais, le cœur gonflé d'amour, et je pensais que rien ne pourrait jamais nous séparer. Quelle naïve j'étais. Le ciel s'est teinté de rose et d'orange. La fête au château devait battre son plein. J'ai imaginé les tables dressées, les discours, la première danse. Chloé dans les bras d'Antoine, tourbillonnant sous les lustres en cristal. Est-ce qu'elle portait le voile que j'avais fait? Ou l'avait-elle rangé au fond d'un tiroir? Comme elle avait essayé de me ranger au fond de sa vie? Cette question me hantait. Le voile n'était pas qu'un morceau de tissu. C'était mon cœur, mon histoire, ma vérité. Ce qu'elle en ferait déciderait de notre avenir. S'il y en avait un. La nuit est tombée. Les lumières de la ville se sont allumées, créant un tapis scintillant à mes pieds. C'était d'une beauté à vous fendre l'âme. Je me suis sentie profondément seule. Pas seulement seule dans mon appartement, mais seule au monde. J'avais consacré toute ma vie à une seule personne, et cette personne s'était envolée. Que me restait-il? Un appartement vide, un travail éreintant et un coffret en bois rempli de rêves brisés. J'ai pensé à l'avenir. Pour la première fois depuis 25 ans. Je devais penser à mon propre avenir. Que allais-je faire? Continuer à nettoyer les maisons des autres jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus suivre? L'idée m'a glacé le sang. Peut-être qu'il était temps de rouvrir ce coffret. Pas pour Chloé. Pour moi. Peut-être que le talent que j'avais enfoui pendant si longtemps pouvait encore éclore. C'était une pensée terrifiante. Repartir de 0 à 50 ans. Mais c'était aussi la première lueur d'espoir que je ressentais depuis des semaines. Je suis rentrée chez moi. Le cœur un peu moins lourd. Une décision commençait à prendre forme dans mon esprit. Une décision qui n'appartenait qu'à moi. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Et je me suis figée. Sur ma petite table, à côté de mon fauteuil, quelqu'un avait déposé un immense bouquet de pivoine blanche. Mes fleurs préférées. Et à côté, il y avait le coffret en bois. Il était ouvert. Mais il était vide. Mon cœur s'est arrêté de battre. Qui était entré? Comment? J'ai fait un pas. Puis un autre. Le souffle court. Et c'est là que je l'ai vu. Une petite enveloppe blanche. Posée sur le bouquet. Mes mains tremblaient en saisissant l'enveloppe. Mon nom était écrit dessus. Juste « Maman ». L'écriture de Chloé. Autrefois si assurée et élégante, était heurtée. Presque enfantine. Comme si chaque lettre avait été tracée dans la douleur. Je me suis assise dans mon fauteuil et, avec une lenteur infinie, j'ai déchiré le papier. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 4. Maman, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé les fleurs. J'espère que tu les aimes.
Je me suis souvenu que tu disais toujours que les pivoines sont des fleurs honnêtes. Elles n'essaient pas d'être autre chose que ce qu'elles sont. Je crois que j'ai passé les dernières années à essayer d'être autre chose que ce que je suis. Je ne sais même pas par où commencer. Pardon est un mot si petit. Si faible pour l'immensité du mal que je t'ai fait. Hier. Quand tu es parti de l'hôtel, mon monde s'est effondré. Mais en réalité, il s'était déjà effondré bien avant. Il était construit sur du sable. Sur des mensonges que je me racontais à moi-même. Ce matin, je me suis réveillée et je ne voulais plus me marier. Comment pouvais-je promettre d'aimer et d'honorer quelqu'un pour le reste de ma vie? Alors que j'avais déshonoré la personne qui m'a donné la vie? Tout me semblait faux. La robe. Les invités. Les sourires. Tout. Je suis restée assise devant le miroir pendant 1 heure. Incapable de bouger. Et puis, j'ai vu le coffret que tu avais laissé. Je l'ai ouvert. J'ai sorti le voile. Je l'ai déplié. Et cette fois, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la coccinelle. Le livre. La petite larme cachée. J'ai vu notre vie. J'ai vu ton amour. J'ai vu tout ce que j'avais essayé d'effacer. Alors j'ai pris une décision. La seule bonne décision que j'ai prise depuis des mois. Je l'ai portée. Maman. J'ai porté ton voile. Je l'ai mis devant tout le monde. La mère d'Antoine a failli s'évanouir. Les invités chuchotaient. Le silence dans l'église était total. Mon propre voile, celui qui coûtait une fortune, est resté dans sa boîte. Quand Antoine m'a vu arriver dans l'allée, il a froncé les sourcils. Il ne comprenait pas. Mais il a vu les larmes dans mes yeux. Et il a su que quelque chose avait changé. Nous nous sommes mariés. Mais avant de dire oui, je lui ai murmuré la vérité. Pas toute la vérité. Pas encore. Mais l'essentiel. Que ma mère était la femme la plus courageuse et la plus talentueuse que je connaisse. Et que j'avais eu honte d'elle. Et que je ne me le pardonnerai jamais. Après la cérémonie, je n'ai pas voulu aller au château. J'ai dit à Antoine que je devais aller à un seul endroit. Le seul endroit qui comptait. Alors me voilà. Je suis dehors. Maman. En bas de l'immeuble. J'ai pris un taxi et je suis venue directement. Je suis toujours dans ma robe. Je porte toujours ton voile. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu ne voudras peut-être plus jamais me voir. Mais je ne pouvais pas commencer ma nouvelle vie sans au moins essayer de réparer l'ancienne. L'essentiel. Je t'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. S'il te plaît. Ouvre-moi la porte. Ta fille. Qui t'aime plus que tout. Chloé. La lettre m'a glissé des mains. Des larmes que je ne savais même pas que je retenais encore ont coulé sur mes joues. Elle était là. En bas. Dans sa robe de mariée. Je me suis levée. Les jambes flageolantes. Mon cœur battait un rythme sauvage contre mes côtes. Une partie de moi hurlait de ne pas y aller. De la laisser attendre. De lui faire sentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que j'avais ressentie. Mais la lettre. Le voile. Le bouquet de pivoine. C'étaient des actes. Des actes bien plus forts que des mots. J'ai marché jusqu'à la porte. Ma main a plané sur la poignée pendant une seconde qui a duré une éternité. Puis, j'ai tourné le loquet et j'ai ouvert. Elle était là. Sur le palier. Exactement comme elle l'avait écrit. Sa robe de mariée, d'un blanc éclatant, paraissait surréaliste dans le couloir sombre de mon vieil immeuble. Son maquillage avait coulé. Elle avait l'air épuisée, fragile, et plus belle que jamais.
Sur sa tête, le voile de soie que mes mains avaient façonné était posé comme une couronne. Sous la faible lumière de l'ampoule du couloir, j'ai pu voir le petit coquelicot rouge, juste au-dessus de sa tempe. Une petite tache de vérité au milieu de la perfection. Nos regards se sont croisés. Tout était là. La douleur, le regret, l'amour inconditionnel, la peur, l'espoir. Aucun mot n'aurait pu exprimer la complexité de ce que nous ressentions. Elle n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Elle a fait un pas en avant, puis un autre. Et elle a fondu dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, sanglotant bruyamment, comme une enfant. Je l'ai serrée fort, le tissu précieux de sa robe se froissant sous mes doigts. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, respirant son parfum. Et j'ai pleuré avec elle. Des larmes de tristesse pour tout ce que nous avions perdu. Et des larmes de soulagement pour ce que nous pourrions peut-être retrouver. Nous sommes restés comme ça longtemps. Dans l'embrasure de la porte. Un pont entre deux mondes. Finalement. Je l'ai doucement guidée à l'intérieur et j'ai refermé la porte. La journée du mariage était terminée. Notre vie. Elle. Recommençait à peine. Je lui ai préparé une tasse de tisane. Comme je le faisais quand elle était malade. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine. Sa grande robe de mariée occupant tout l'espace. Le voile posé à côté d'elle. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette nuit-là. Les mots viendraient plus tard. Des semaines. Des mois de mots seraient nécessaires pour panser les plaies. Mais dans le silence de mon appartement. Pour la première fois. Nous n'étions plus une mère et sa fille séparées par un abîme de honte et de secrets. Nous étions juste deux femmes. Fatiguées. Qui commençaient le long chemin du pardon. En la regardant siroter sa tisane. Mon regard a été attiré par le voile. Déplié sur la table. Les fils d'or et d'argent brillaient sous la faible lumière de la lampe. Mais c'était le petit coquelicot rouge qui semblait vivant. Une goutte de sang. Un sacrifice. Une promesse. Le début de quelque chose d'autre. Et peut-être. Juste peut-être. Le début de ma propre histoire.